Alexandre Jolien, 40 ans, a déjoué les dires des Cassandres qui lui prédisaient le pire pour construire le meilleur. Ce soir, sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, un philosophe lumineux nous donne une leçon de vie. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'ici, tout va bien. Donc, j'attends pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être toutes les émotions qui montent. Qui aurait dit que je serais là aujourd'hui? Et c'est grâce à une solidarité immense. Et qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que tout le monde n'a pas accès à cette solidarité immense. Bonsoir Alexandre Jolien. Bonsoir. Merci d'être là. Qu'est-ce qui va pas? Pas grand-chose, vous le dites. C'est grâce surtout à vous, peut-être pas à la solidarité, grâce à vous. C'est la première fois depuis qu'on a démarré cette collection d'émissions que je reçois un super-héros, un surhomme. C'est ce que vous êtes. Il vous a fallu un courage immense pour vous battre et en arriver là. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, et les émotions, on va les vivre ensemble pendant 1 heure, je vais rappeler brièvement ce qui vous est arrivé. Vous êtes né handicapé parce que vous êtes né avec le cordon ombilical autour de votre cou. Donc, vous êtes né avec une paralysie cérébrale due à un défaut d'oxygénation. Et vous deviez être, comme vous le dites vous-même, un légume, Alexandre. Et contrairement à ce qu'on vous avait prédit, aujourd'hui, vous marchez. Vous ne deviez pas pouvoir marcher. Vous êtes marié. Vous avez 3 enfants. Il y a votre petite fille qui est là, la plus grande, qui est venue avec vous de Corée, puisqu'aujourd'hui, vous habitez de Corée. Et puis vous êtes, ce qui paraît incroyable, philosophe. Vous en êtes à votre 6e livre, 100 000 exemplaires à chaque fois. C'est des best-sellers, traduits en plusieurs langues. Donc, vous forcez l'admiration, Alexandre. On va essayer de comprendre tout ça ce soir sur le divan, ça vous va? Parfait. Votre femme, elle dit, quand on vous croise dans la rue, il y a 2 types de personnes. Ceux qui vous prennent pour un débile, elle dit, un gogol, parce qu'ils ne vous connaissent pas, et ceux qui vous connaissent pensent que vous êtes une sorte de semi-dieu. Ah, Corinne, salut. Oui, le grand écart entre... Hier, j'étais dans des toilettes publiques et j'ai heurté une fille en descendant l'escalier. Et elle a eu un mouvement de rejet, comme si elle passait à côté de quelque chose d'ignoble. Et j'ai pensé que le lendemain, je serais ici, à vos côtés. C'est ça la vie. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et quand je vois les yeux de ma femme qui a transpercé les apparences pour voir qui je suis profondément ému. Moi aussi, je suis ému de vous recevoir, Alexandre. Je vous le dis tout de suite. Vous avez vu, d'habitude, je démarre un peu plus facilement les émissions. Je suis ému de vous recevoir. Je suis même heureux de vous recevoir et fier. Et je vais vous expliquer pourquoi, Alexandre, je vous ai invité. Si je vous ai invité, c'est que... Eh bien, c'est que je me suis dit qu'après avoir été emmuré 17 ans avec des médecins et des psys, une petite heure supplémentaire avec moi n'allait pas vous faire de mal et vous permettrait même d'apprécier l'incroyable chemin que vous avez parcouru. Ça, c'est la première raison. Autre raison, si je vous ai invité, c'est que vous êtes anormal. Vous êtes bouddhiste et suisse. Une situation aussi incongrue que celle d'un trader au Tibet. Alors comment aller au bout d'une vocation en milieu hostile? C'est un peu le résumé de votre vie. Ce qui m'a également poussé à vous inviter, c'est qu'à l'instar de Jean-Claude Van Damme, la philosophie vous a complètement retourné. Alors la bonne question à moi, c'est pourquoi vous êtes tellement comme ça? Parce que je suis comme ça, parce que je suis comme ça. Mais vous, ça vous a sauvé. Socrate, Platon, Nietzsche, Spinoza, autant de branches auxquelles vous vous êtes accrochés, autant d'amis disparus avec qui converser. Mais si la philosophie vous a sauvé, de quoi l'avez-vous enrichi? Autre raison, tous les matins vous vous levez en vous disant « j'en ai marre » et vous vous couchez en disant « merci ». Mais entre le lever et le coucher, il y a une journée. Et les vôtres sont combatives, héroïques, uniques. Des journées aussi à affronter des regards admiratifs ou condescendants.
Moi, ça me fait faire le grand écart et au final, j'ai un peu mal aux cuisses. Maintenant que vos cuisses sont raffermies et que vous êtes confortablement installés, sachez que j'ai quelques centaines de questions à vous poser. Et puis la dernière raison, c'est que vous êtes addict au combat. L'hostilité du monde extérieur vous a poussé à vous surpasser. Philosophe respecté, mari aimant, père comblé de 3 enfants, vous avez fait de votre vie une victoire sur la destinée. Mais finalement, est-ce qu'un philosophe peut atteindre un jour la sérénité ? C'est parfait. Le début, ça a été très compliqué. Vous l'écrivez dans votre premier livre, Éloge de la faiblesse. Vous parlez de votre naissance. À trop vouloir cabrioler dans le ventre de ma mère, je m'enroulais le cordon ombilical autour du cou. Ma maman me rapporta qu'elle vit surgir de son ventre un bébé tout noir qui ne pleurait pas. En fait, vous êtes un rescapé, on peut dire ça comme ça ? Oui, et tous les jours, je ressens le miracle de la vie, rescapé d'abord de ce fichu cordon ombilical, rescapé des moqueries, rescapé des traumatismes. Et ça, c'est beau qu'il y a en l'homme et en la femme une part qui est inattaquable malgré tous les traumatismes. Mais je survis au quotidien. C'est pas réglé, ces histoires de blessures, de manque de confiance en la vie. Ça se guérit millimètre par millimètre. Vous avez l'impression d'avancer, Alexandre ? D'être assez loin dans votre chemin vers le bonheur ? J'ai l'impression, tous les jours, on est amené à recommencer. Aujourd'hui, je suis arrivé à m'en foutre du progrès pour essayer d'être ici et maintenant ce que je suis et être le plus généreux possible pour les autres. Quand vous voyez ce petit bonhomme, Alexandre, il vous inspire quoi ? La fragilité, il aurait pu se casser la gueule. J'ai envie de dire, t'es un brave gars quand même, continue. Et c'est fou, il est beau ce garçon, ouais. Mais il y a une fêlure, il y a ce handicap. Et de nouveau, la vie c'est ni blanc ni noir. Au milieu de cette blessure du gamin qui n'est pas comme les autres, il y a une vie qui s'est construite et une joie qui s'est donnée. Et ça, c'est un message d'espoir pour tous les enfants cabossés qui ne rentrent pas forcément dans la norme. Enfant cabossé que vous étiez, donc, à la naissance, Alexandre, et vos parents ont cru bien faire. Votre mère a déclaré, quand il a eu 3 ans, les experts ont annoncé qu'il devait aller en institution. Ma foi, on s'est dit qu'il savait. Et vous y êtes allé, donc, dans une institution. Vous y êtes resté 17 ans, en Suisse. Institution pour enfants handicapés très particulière, donc entre vos 3 ans et vos 20 ans. Vous avez été placé. Je vous propose de revoir les images, puisque vous y êtes retourné dans cette institution en 2004. Je me rappelle, je regardais toujours là-bas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur des murs ? Ça doit être bizarre et ça m'a intrigué. Il y avait un côté, ouais, l'impression d'être hors du monde. Ouais. Déjà descendre dans la cour, c'était pour moi prendre des risques. Enfin, je m'éloignais du centre. Ça vous a intrigué quand vous voyez ces images-là, Alexandre ? Cette institution où vous deviez apprendre à être autonome, ça vous inspire quoi ? Qu'est-ce qui remonte ? L'autonomie, c'est une connerie. On ne peut pas être autonome. On ne peut pas vivre sans les autres. Et au contraire, c'est en accueillant ces blessures, ces manques que l'on grandit. Parce que dans l'Institut, l'objet, c'était de vous rendre autonome physiquement, mais on n'essayait pas de vous développer intellectuellement. Au mieux, vous destiniez à une carrière toute tracée dans une fabrique de boîtes de cigares que vous deviez rouler. On essayait de vous rendre une espèce d'autonomie pratique, gestuelle, mais rien d'autre. À quel moment, vous, Alexandre, vous avez compris que vous aviez autre chose en vous et que vous alliez pouvoir développer votre intellect ? Il y avait dans la boîte un prêtre qui... Je me souviens, j'étais vers lui en posant la question « Pourquoi
je suis handicapé, pourquoi nous, on est dans l'institut et pourquoi les autres, ils peuvent avoir une vie plus légère. Et ce curé, il a eu l'audace de ne pas répondre. Parce que ce qui me désole, c'est qu'on a trop tendance à avoir réponse à tout. La souffrance d'un gamin, la souffrance d'une personne malade, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas d'explication. Et là, il m'a dit, t'es un sacré philosophe, toi. Et là, je ne savais pas ce que c'était, philosophe. J'ai couru dans le dictionnaire et c'était marqué, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et peu à peu, j'ai dévoré les auteurs qui parlaient de Socrate. Et là, je me suis aperçu qu'il fallait, plutôt que de vivre mieux, essayer de devenir meilleur. Vous aviez quel âge, Alexandre, à ce moment-là? C'est difficile parce que pour moi, l'Institut, c'est une période floue où tous les jours se ressemblaient. J'ai envie de dire, j'étais un jeune adolescent paumé et j'ai trouvé comme une bougie pour éclairer un chemin grâce à ce père Morand qui passait inaperçu mais qui m'a sauvé la vie. Il y en a eu d'autres. On va parler des autres, évidemment. Cet institut, c'est un lieu très particulier, hein, un lieu donc, où on a essayé de vous apprendre l'autonomie et de vous protéger du monde extérieur. Vous venez de le dire, et on va prolonger. C'était peut-être pas la meilleure solution, puisque le monde extérieur, il faut bien s'y confronter, et vous y êtes confronté. Il y avait ce que vous appelez la distance thérapeutique dans cet institut. Vous dites, le plus dur à supporter a été cette distance thérapeutique qui sévissait dans ce genre d'établissement. Par distance thérapeutique, j'entends cette attitude consistant pour le personnel à ne pas s'engager affectivement dans la relation avec le patient, de surtout pas y mettre d'affection, et c'est presque même de la maltraitance, vous dites. Oui, si on décide de s'occuper des enfants et en disant je vais mettre aucune affection dans mon lien à l'enfant dont j'ai charge, il y a quelque chose de maltraitant. Et moi, ce qui me nourrit, c'est les enfants qui m'aiment comme je suis. Je parle, une des grands chantiers de la vie, c'est notre rapport à l'affection. Ça peut devenir une drogue. Moi, j'en ai pas eu beaucoup à l'Institut. J'en ai eu plein de la part des autres camarades. Mais d'adultes, et en particulier de femmes, à l'Institut, j'en ai pas eu des masses. Et moi, en 17 ans d'institution, je n'ai reçu aucune visite. Et d'ailleurs, je le dis avec rage, je ne devrais pas, pardon, mais il y a quand même une colère. Aujourd'hui, on m'invite, mais quand j'étais handicapé, j'allais dire, il y avait premier lapsus. Quand j'étais handicapé, il n'y avait personne, à part mes parents, ma famille, qui m'ont aimé dès le début. C'est même ce qui vous a sauvé, on va y venir. Mais ce manque affectif, Alexandre, j'aimerais comprendre l'homme que vous êtes aujourd'hui, qui n'est plus handicapé, hein, donc, puisque vous venez de me le dire. Mais Alexandre, vous faisiez des allers-retours quand même le week-end en rentrant chez vos parents qui vous ont beaucoup aimé, on va y revenir. Ils ne se rendaient pas compte de cette détresse affective dans laquelle vous étiez? Ils étaient quoi, démunis par rapport à ça? Ils se disaient, de toute façon, c'est la seule solution, c'est l'institut, on ne peut pas faire autrement? Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Et depuis que je suis parent, je les comprends encore plus. Un parent fait ce qu'il peut. Ce qui compte, à mon avis, pour un parent, c'est d'essayer de développer un amour inconditionnel pour les enfants. Je t'aime malgré tout. Moi, je dis souvent à mon fils Augustin, tu pourrais cramer la baraque, je t'aimerais quand même, mais je rajoute tout le temps, je te déconseille vivement. Donc vous êtes resté 17 ans dans cet institut. Alexandre, vous aviez très peu de contact avec l'extérieur, sauf quand vous rentriez chez votre parent. On ne vous tenait pas au courant, évidemment, de l'actualité. Vous avez quand même développé déjà, vous le disiez, une forme de sagesse grâce à ce curé, en vous intéressant à la philosophie. Votre monde extérieur, un peu la télévision. Vous voyez ça, la télévision, par exemple, et ça vous faisait bien marrer parce que, il faut le dire, hein, on va le découvrir tout au long de la soirée, le sens de l'humour, c'est pas ce qui vous manque. Hein. Le jeu du couple. Alors, je vous donne la première moitié d'un couple et vous me donnez l'autre moitié, d'accord? Vous avez compris? Vous répétez la question? Non, c'est simple. Je vous dis par exemple, Laurel et, ben vous me répondez Hardy. Voilà. Hardy. Bah oui, c'est simple. Alors, allons-y. Écoutez bien. Roméo et
Non, pourquoi me... Ah, si, il m'a dit de dire hardi. Ah non, j'ai pas dit de... Si, il m'a dit de dire hardi. Ah non, écoutez. Ah Il ben m'a non. dit de dire hardi. Non, Véronique, j'ai pas dit de... J'ai dit Laurel et Hardy, c'est un exemple, mais là c'est Roméo et Juliette. Ah, Juliette. Ah ben oui, allez, on y va. Jacques Dutronc et Françoise. Juliette. Mais non, Hardy. Mais moi, je vais pas dire hardi. Mais non, j'ai dit que... Mais écoutez-moi, parce que j'ai donné Moi, les... je vais pas dire hardi. Oui, non, mais d'accord, mais j'ai donné les... Bon, ben d'accord, mais j'ai dit, voilà, mais j'ai pas dit, puis voilà, c'est tout. Moi, je vais pas Bah dire oui, hardi. c'est tout. On va pas s'énerver, c'est qu'un jeu. Parce que je m'énerve, moi. Et la vie, elle a de ça de génial, Alexandre, c'est qu'aujourd'hui, Bernard Campan, l'un des 3 inconnus, c'est un de vos meilleurs amis. Quand on l'a appelé, il dit d'ailleurs que c'est presque votre frère. Et vous dites, vous, qu'il vous a appris la légèreté. Donc, on va raconter comment tout ça a été possible. Mais le gamin que vous étiez handicapé dans le centre, ça, c'était son seul lien avec l'extérieur. Et aujourd'hui, vous êtes l'un des meilleurs amis de Bernard. Oui. Et d'ailleurs, c'est rigolo. Il est à Séoul en train de m'attendre. Et pour moi, c'est plus qu'un frère. On s'appelle pratiquement tous les jours. C'est quelqu'un qui m'a donné confiance à la vie. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu juger l'autre. Parce qu'on a toujours un quart d'heure de médisance dans la journée. Et comme dit le pape, si on arrêtait de dire du mal des autres, on serait des saints. Eh bien, Bernard Campan, je ne l'ai jamais vu dire du mal. Et il m'a vraiment donné une sacrée confiance à la vie, un rapport au corps. Moi, j'étais très complexé avec le corps. Pour moi, c'est plus qu'un frère. C'est une des personnes dont je crains le plus la mort, avec mes enfants et ma femme. Carrément. Oui. Et les enfants qui étaient dans l'Institut, Alexandre, vous les considériez comment? Bernard Campan, que vous voyez dans l'Institut, aujourd'hui c'est votre frère. Les autres enfants qui étaient dans l'Institut, les autres handicapés, qui n'ont pas eu le parcours qui a été le vôtre exemplaire, à l'époque, c'était quoi ces enfants meurtris pour vous? Vous les ressentiez comment? Il y avait de ça. C'était des frères, des personnes qui me jugeaient jamais, qui étaient tout le temps là. Et c'est ça, un des miracles de la vie. C'est souvent les plus cabossés qui m'ont le plus aidé. Dans Éloge de la faiblesse, Alexandre, vous avez écrit « Les études s'envisageaient rarement au centre. En 30 ans, moins de 10 pensionnaires en ont fait. » Ce n'était pas du tout donc, la philosophie de ces centres-là. Ça veut dire qu'il y a d'autres Alexandre Jolien qui s'ignorent dans ces centres-là, vous diriez? Il y a plein de personnes qui pourraient faire des études et s'épanouir. C'est pas seulement vrai pour les personnes handicapées. Une des pires choses dans la vie, c'est la comparaison. Dès que tu commences à te comparer, t'es raide, tu souffres. Alors, il ne s'agit pas de faire des comparaisons, mais de voir cet enfant à quoi il est appelé dans sa vie. Oui. Alors, pour nous parler de ça, on a demandé à une de vos amies, une maman, elle a 3 enfants, dont les 2 derniers ont un handicap lourd, d'être avec nous. Les 2 derniers, ils ont été placés dans le même centre que vous. Donc, elle a vécu, des années après, ce que vous avez vécu. Elle s'appelle Nathalie, elle est là. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Salut. Salut. Donc, vous êtes mère de 3 enfants, Lucien 27 ans, Pauline 25 ans, Simon 19 ans. Et vos 2 derniers, ils y sont restés 7, 8 ans dans ce centre-là. Ce que décrit Alexandre, c'est ce que vous avez connu, Nathalie, des centres qui aident à être autonomes, mais qui excluent du monde extérieur et qui finalement ne forment pas comme il faudrait, les gens comme Alexandre ou vos enfants, à affronter le regard de l'autre? Alors c'est peut-être difficile par rapport à l'handicap qu'ont mes enfants, puisque mes enfants ont plutôt un handicap mental. Et qu'est-ce que doit faire l'institution? C'est un peu une question qui est un peu compliquée. Donc le plus dur pour les parents, c'est vraiment de faire confiance. Quand on place un enfant à 4 ans, alors vraiment, on est obligé de faire confiance, puisqu'on n'a pas trop le choix, on ne peut pas les contrôler. L'exemple d'Alexandre, son parcours, il inspire quoi à la maman d'enfants handicapés que vous êtes, Nathalie? J'ai une admiration profonde pour ses parents, son frère, parce qu'on les oublie un peu. En fait, c'est un parcours qui est extraordinaire pour moi, puisque finalement, c'est la voix de mes enfants, Alexandre. Au départ, quand on s'est croisés lors d'une conférence,
on s'en souvient encore. C'est vrai que pour moi, j'avais besoin d'avoir beaucoup d'informations de ce qui se passait en institution et en même temps, je ne voulais pas savoir. Mais comme on est obligé d'avoir on est obligé d'avoir des institutions pour continuer notre chemin. Et mes enfants, le seul moyen qu'ils ont d'avoir des copains, c'est en institution, puisqu'ils ne communiquent pas, ils ne parlent pas. Donc mes enfants sont quand même heureux en institution. Et c'est vrai que pour les parents, il faut trouver un peu des placements à mi-temps, où ils peuvent profiter autant de la famille que des institutions. Alexandre, vous avez conscience d'être ce guide, d'une certaine manière, pour des tas de gens comme Nathalie, qui est devenue une de vos amies, d'avoir cette responsabilité-là, presque. On a mis beaucoup sur vous. Oui, mais en même temps, je peux retourner le compliment. Une mère comme Nathalie, qui s'investit corps et âme pour ses enfants, mais l'exemplarité, elle est là aussi. Oui. Quand elle dit qu'elle a de l'admiration pour vos parents, vous comprenez l'admiration qu'a Nathalie pour vos parents ? Oui, tout à fait, oui. Pour être honnête, j'ai flippé à mort quand j'ai eu des enfants. La peur d'avoir un enfant handicapé m'a terrassé. Non pas que j'aurais refusé un enfant handicapé, loin de là, mais quand je vois le combat quotidien d'une maman pour grandir aux côtés d'une personne handicapée, je me suis dit, j'aurais peut-être pas la force. Et ma femme et moi, on était à 100% pour accepter un enfant tel qu'il se présenterait, mais j'avais les jetons graves. Parce Nathalie, que revivre ça... Nathalie, il a un côté assez exceptionnel, votre copain Alexandre Jolien, non ? Complètement. Oui. Inattendu, imprévisible, mais vraiment, il a des objectifs et il lâche pas. Et c'est grâce à ça qu'il est sorti de ce milieu. Mmh. Merci beaucoup d'être venu ce soir nous décrypter cet aspect-là de la personnalité d'Alexandre. Alexandre, on comprend bien d'où vous venez, c'est assez exceptionnel, hein, même au-delà. Quand on va voir les images qui vont suivre, on va encore un peu mieux l'appréhender, Alexandre, puisque on l'a compris, hein, on disait que vous ne marcheriez jamais. Et en fait, vers l'âge de 8-9 ans, grâce à cette détermination dont parlait Nathalie, vous avez réussi à marcher. On va regarder ces images familiales, on va les décrire ensemble. Oui, j'ai longtemps marché comme une tortue et voilà. Vous avez longtemps mis un casque, évidemment, parce que vous vous cogniez, donc Oui. vous étiez obligé d'avoir un casque Oui, quasi en la permanence. vie familiale. Là, vous soufflez vos 3 ans. Vous êtes un petit garçon dans les bras de votre maman, de votre papa. Là, c'est mes premiers pas avec ma maman et ma tante Gilda qui étaient toujours là. Et pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel en moi. Il y a plutôt beaucoup de bol, beaucoup de chance, beaucoup de générosité, mais humblement, j'ai aucun mérite. Parce que je suis fragile, je peux être con très souvent, et beaucoup de bol. C'est pour ça qu'il y a une certaine fragilité de voir que ce bol, cette chance, peut s'arrêter du jour au lendemain. S'arrêter donc du jour au lendemain, ça fait déjà 3 fois que vous m'en parlez, on va en parler tout à l'heure, on sent cette espèce de fragilité en vous, mais quand vous voyez ces images, vous marchez pour la première fois, vous me dites, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel, sauf que vous avez 9 ans et que théoriquement, vous ne devriez jamais pouvoir marcher. Là, personne ne peut y croire, quoi, dans votre entourage. Oui. Mais en même temps, c'est la solidarité. Je n'ai, pardon d'insister, aucun mérite. Plus je vais dans la vie, plus je pense que tout se reçoit pour l'essentiel. C'est ça qui est touchant. Parce que si vous avez dit de moi avant que j'étais un héros,
j'ai pas l'impression d'être un héros. Si vous me côtoyez 2 minutes dans la vie quotidienne, à mon avis, vous perdrez toute illusion. Non, pas un héros. Quelqu'un d'éminemment fragile et tourné vers le bien. C'est peut-être ça qui m'a sauvé. Là, quand on vous voit marcher comme ça pour la première fois, Alexandre, il y a une phrase de votre maman très belle qu'elle nous a dit à votre propos. Je me mettais tout prêt pour qu'à chaque moment, s'il tendait le bras ou s'il tournait la tête, il puisse me sentir. Est-ce que ça veut dire, Alexandre, que ce qui vous a permis ce chemin, c'est parce que vous avez été aimé, que vous avez été entouré, que vous avez des parents qui que vous soyez, ont cru en vous? Et l'histoire est tragique parce que la mère qui m'a accompagné à marcher au propre et au figuré, mais là qui suit mes pas, a eu une sclérose en plaques quelques années après que je sois capable de marcher et qui elle-même, à l'heure où on parle, ne peut pas marcher. Mais encore une fois, à vue humaine, la joie côtoie, c'est ça qui est dramatique. Frédéric Nietzsche dit la souffrance et la joie sont comme 2 frères jumeaux. Pourquoi t'acharnes-tu à vouloir qu'un grandisse sans l'autre? Je cite ça de tête, mais en gros, c'est l'idée que la vie, c'est con de dire ça, mais c'est vrai, la joie et la peine se côtoient, et c'est au cœur de la joie et au cœur de la peine qu'on trouve la paix finalement. Il y a aussi une forme de revanche sociale dans votre parcours. Il y a le petit garçon handicapé qui a avancé, debout, et puis il y a le petit garçon qui a été élevé dans un milieu très modeste. Votre père est chauffeur routier, votre mère est femme au foyer, et vous avez dépassé tout ça pour sortir de votre condition sociale. Ça paraît, ça aussi, assez incroyable. Et quand on a appelé, par exemple, Robert Bouvier, le comédien qui vous a incarné au théâtre, dans une pièce qu'on va voir tout à l'heure, tirée de votre premier livre, Éloge de la faiblesse, il nous a dit, ce qui m'a le plus frappé chez lui, c'est pas le déplacement physique, c'est le déplacement de sa condition sociale. Vous savez, ça, c'est des catégories. Moi, je suis pas peu fier d'appartenir à des parents qui n'ont pas lu Platon, Aristote et toute la clique et qui m'ont apporté une sagesse de vie qui est d'une profondeur abyssale. La revanche, j'aime pas, parce que la revanche, c'est la cristallisation d'un ego qui se revendique contre quelque chose, et c'est le début de... C'est plutôt une invitation à dire que la culture, ça libère, ça donne des ailes, ça donne des outils pour comprendre le monde et ça rend libre et joyeux. C'est plutôt ça que... Oui. Je comprends, Alexandre, ce que vous me dites. Mais votre maman, elle dit par exemple que votre handicap a fait de vous quelque chose de merveilleux, puisqu'en fait, votre frère est chauffeur routier, comme votre père, petit, vous vouliez être chauffeur routier. Et peut-être que si vous n'aviez pas eu cet handicap dans votre vie, ce qui ne serait pas un problème en soi d'être chauffeur routier, mais ça aurait été votre parcours, alors qu'aujourd'hui, vous êtes un auteur de best-seller, philosophe, et qui avait ce parcours assez exemplaire. Finalement, vous êtes capable de le dire ça aussi, comme votre maman, que ce handicap, ça a presque été une chance pour vous, Alexandre? Oui, et d'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais pas guérir du handicap parce que ça serait plus moi. Alors, des jours, le handicap est une saloperie. Aller prendre une douche, se brosser les dents, ouvrir un tube de dentifrice, tout coûte éminemment cher. Mais par contre, le handicap, ça m'a ramené à l'essentiel. Et bien heureux ceux qui sont ramenés à l'essentiel sans avoir à passer par une épreuve. Parce que le handicap, croyez-moi, c'est cher payé. Dans votre livre, vous parlez évidemment du handicap. Dans Éloge de la faiblesse, vous expliquez vos interrogations sur la normalité. Vous dites
que vous êtes incapable de fournir une définition qui tienne contre toute attente. Je découvre que l'on ne naît pas homme, on le devient. Vous êtes devenu un homme, j'allais dire normal. Tout à l'heure, vous me disiez que vous n'étiez plus handicapé finalement, dans une forme de lapsus. Mariage, enfant, statut social envié. Et vous dites en même temps que vous n'êtes pas forcément heureux, pleinement heureux. Ça ne fait pas vous un homme pleinement heureux, alors que vu le parcours, on pourrait le penser. Je crois pas au bonheur. Aujourd'hui, il y a pléthore de livres sur le bonheur. Je crois plutôt à la joie. C'est plus humble, la joie. La joie, on peut la découvrir au cœur de la non-paix, j'allais dire. La joie, elle est plus accessible à tout le monde. Il n'y a pas de recette. Mais Alexandre, quand oui. vous étiez petit, dans l'institut qu'on a vu, vous imaginiez quand même cette vie-là, la vie de famille, votre femme, vos enfants, vous pouviez même fantasmer sur tout ça, ou ça vous était interdit? Non. Et pour tout dire, des fois, je regarde mes enfants, notamment mon fils au bain public, et il m'arrive de dire, mais c'est pas normal, il n'a pas un handicap, il sort de moi, enfin, une partie, j'allais dire, et il n'est pas handicapé, et c'est un miracle. Et oui, Augustin, Ils sont super. Augustin, il a 8 ans. Céleste. Victorine, elle a 10 ans. Céleste a 4 ans. Mais en même temps, c'est très fragile. Je reviens sans cesse, c'est mon obstination, mais de voir ces deux êtres, plus Céleste, plus Corinne, ma femme à Séoul, c'est fragile, ça peut se casser la gueule, mais c'est beau, ouais. Votre femme, Corinne, vous l'avez rencontrée en 2001 à Dublin. Vous étiez partie seule faire des études. J'ai oublié de dire d'ailleurs les études que vous avez faites. Vous avez une licence de lettres, vous avez étudié le grec ancien, vous avez une maîtrise de philo. Bref, vous êtes bien plus calée que moi. Ça a été évident pour elle de tomber amoureuse de vous? Je crois que c'est une femme qui m'a appris l'amour inconditionnel, parce que c'est pas facile de vivre avec un guignol comme ça au quotidien, pas facile de vivre avec quelqu'un d'aussi blessé. Qu'est-ce qui l'a séduit chez vous, Alexandre? Mais je crois qu'elle dit mon humour, mais malheureusement, dès qu'on a eu des enfants, ça s'est vachement gâté. Parce que le jour où elle m'a appris qu'elle était enceinte, j'étais heureux pendant 1 heure, et après j'avais peur de la toxoplasmose, de la listériose. Je me rappelle, elle s'est mariée après que Victorine soit conçue, et elle tenait le bouquet de fleurs dans la main, et moi je regardais pas son sourire, mais ses doigts, s'il y avait de la terre sur le bouquet de fleurs qui transmettent une maladie qui est pas bon pour les femmes enceintes, la toxoplasmose. Donc c'était horrible. Voilà, ce putain de bouquet. Voilà, il est là. Et maintenant, j'ai la preuve, il n'y a pas de terre. Et grâce à la pratique de la méditation, toutes ces angoisses irrationnelles sont plus ou moins atténuées. Alors, on va y revenir à tout ça, à la méditation tout à l'heure. Mais donc, c'est votre sens de l'humour qui lui a plu. Vous dites, vous l'avez séduit par ça. Quand on l'a contactée, elle nous a dit que cet amour était né d'une grande amitié. C'est pas un truc qui s'est décidé tout de suite, et que c'est venu petit à petit. Mais elle nous a dit aussi un truc qui nous a plu, c'est qu'en fait, comme pour tous les couples, il y a des hauts et des bas. Vous êtes un couple normal. Oui, il y a des sacrés hauts et des sacrés bas. Mais oui, de nouveau, c'est beau. De nouveau, c'est beau. Vous avez rencontré ses parents le même jour qu'ils ont rencontré leur autre gendre. Et lui, elle le dit, Corinne, elle a aussi le sens de l'humour. C'était, lui, il venait du Congo. Donc ses parents, vos beaux-parents, ont découvert en même temps leurs 2 gendres. Un garçon handicapé, vous, et un garçon africain. Comme ça, au moins, ils ont pu ouvrir des portes sur la différence immédiatement. Oui, c'est une famille très bien, mais très traditionnelle. Et oui, c'est pour ça que moi, je rêve un jour qu'il y ait des chroniqueurs dans les émissions télévisuelles, à la télé, quoi,
qui soient handicapés, pas qu'on les invite parce qu'ils sont handicapés, mais parce que la différence fait partie du paysage, j'allais dire. Quand on va dans la rue, il y a des boiteux, il y a des gens plus âgés, il y a des jeunes. Pourquoi on rend tout uniforme, quoi? C'est ça qui est... Et les enfants, dans les classes, auraient besoin de voir la complexité du monde. Avant Corinne, comment ça se passait, Alexandre, pour vous, dans la relation à l'autre, dans le couple? C'était possible ou c'est devenu possible avec Corinne? Avant Corinne, c'était le néant. Quelle jeune femme aujourd'hui ou quel jeune homme va vers une personne handicapée, essaye d'avoir un lien intime avec lui ou elle? Pourquoi on est arrêté par le physique, oui? Donc c'était pas possible avant. C'est devenu possible avec Corinne. Vous avez eu 3 enfants, vous l'avez dit, Victorine, Augustin, Céleste. Quel regard ils ont sur leur papa? Je crois que pour eux, je ne suis pas handicapé. Et spécialement celle du milieu qui est encore fort jeune, il n'y a pas la notion d'handicap. Et ça me nettoie de beaucoup de traumatismes. Et Augustin, très, très sensible aux marginalités, dès qu'il rentre dans le métro, il repère la personne qui a besoin d'aide. Et c'est pas de la moraline à 2 balles, mais c'est un vrai intérêt pour l'autre. Et Victorine, des fois, c'est presque ma grande sœur, parce qu'il m'arrive d'être plus gamin qu'elle. Votre femme Corinne, elle dit aussi, Alexandre apprend chaque jour que le bonheur, elle parle des enfants, peut être au rendez-vous sans qu'il y ait forcément une tuile qui arrive. Ça y est, ça, vous l'avez intégré? Non. Vous savez, tout ce qu'on a entendu pendant des années quand on était enfant, la méfiance, la peur, il faut du temps aussi pour désapprendre tout ça. Oui, mais vous avez vu le chemin que vous avez accompli. Ça vous rassure pas, ce chemin accompli? Plus vous avancez, plus vous êtes fragile parce que vous avez peur de perdre? Mais les fragilités, je mourrais peut-être avec elles, mais c'est pas un problème. J'ai pas une volonté acharnée de résoudre tous les problèmes affectifs, mais plutôt de vivre avec. Vous parliez tout à l'heure des difficultés du quotidien. Vous avez commencé à l'expliquer tout à l'heure en parlant du dentifrice. Je vous propose de voir quelques images de vous au quotidien et on appréciera encore davantage l'homme que vous êtes et le regard que vous avez sur la vie quand on voit simplement que tout est compliqué pour vous. Voilà. La maîtrise parfaite. Il y a un concept chez les stoïciens que j'aime beaucoup. C'est le kairia. Oh putain, j'ai cassé, m'en fous. Socrate posa cette question. Alors Cébès, si ce langage est bien le tien, quand tu affirmes que Simmias est plus grand que Socrate, mais moins grand que Phédon, est-ce que cela ne se traduit pas ainsi? Qu'il existe alors en Simmias ces 2 choses, grandeur et petitesse? C'est ça votre quotidien, Alexandre? Quoi, Socrate ou le micro-ondes? Les 2 finalement, non? Oui, entre 2, c'est un peu le grand écart et c'est peut-être pour ça que j'ai été vers la philosophie, parce que sur le terrain de l'esprit, il n'y a pas de limite, il n'y a pas autant de barrières, oui. Alors qu'évidemment, votre corps est handicapé, donc il y a des barrières, mais ça ne vous empêche pas d'essayer de les franchir quand même, les barrières, au quotidien. Vous pourriez vous satisfaire, et c'est déjà beaucoup, d'ouvrir le micro-ondes, mais vous allez plus loin. Vous voulez sauter en parachute, vous voulez faire du foot, tout ça, quoi, regardez. Parce qu'évidemment, rien ne vous arrête, Alexandre. Le vélo, par exemple, c'est important pour vous. Dépasser la limite. Ah putain, je me rappelais plus, oui.
Oui, dépasser la limite, mais en même temps, le plus gros défi de la vie, c'est apprécier ce qu'on a. Et le saut en parachute, pour moi, c'était allégorique, c'est apprendre à faire confiance. Tant qu'on n'a pas sauté de l'avion, on ne sait pas si le parachute va s'ouvrir ou pas. Paradoxalement, j'ai pas peur de la mort. C'est plutôt la souffrance qui me fait peur. Rajouter une couche au handicap, ça serait peut-être beaucoup pour moi. Alors, à un moment donné, d'ailleurs, vous êtes fait aider, je crois, peu de temps, après avoir vu Intouchable. On regarde Intouchable, un extrait, déjà pour se marrer, comme vous aimez bien rire. Mais je crois qu'après avoir vu Intouchable, un petit moment, vous avez accepté de vous faire aider. Bon, ça va? Tu vas t'en sortir? Bah oui, il va s'en sortir, vous pensez. Regardez, j'ai jamais eu les pieds aussi bien coiffés. Allez, déjeuner, Marcel, tout va bien. Et la jupe, elle est où, là? Non, ça, c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, le sang circule mal. Du coup, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Là, il y a un petit problème, là. Petit problème, parce que comme je vais pas le faire, à un moment donné, faut qu'on voit si Marcel elle peut revenir pour les mettre elle. Parce qu'elle, en plus, comment se faire, comme c'est une fille et tout. Je sais même pas pourquoi on discute, franchement, je vais pas le faire. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, on dit non, on les met pas, on reste là. Marcel, on va pas les mettre. Bah quoi, on m'enfilait mes bas, vous avez une très jolie petite boucle d'oreille, moi je trouve ça très cohérent. On peut arrêter les vannes, hein. Alexandre, vous avez rencontré Philippe Pozzo di Borgo, qui est incarné par François Cluzet à l'écran. Il y a même une amitié qui est née entre vous. C'est lui qui vous a conseillé à un moment donné de prendre quelqu'un pour vous aider? C'est quelqu'un que j'admire profondément. Et il est très pragmatique. Moi, je suis un doux rêveur, un peu déconnecté du réel. Et c'est lui qui m'a montré notamment que demander de l'aide, c'était pas nécessairement honteux. Et le passage qu'on a vu dans le film, ça aide, parce que quelqu'un d'autre prenne soin du corps, ça peut être vécu comme une épreuve humiliante si c'est pas fait avec humour et légèreté. Ouais. Philippe Pozzo di Borgo, donc, votre ami aujourd'hui, vous avez accepté l'un et l'autre d'être filmés pour un documentaire, et cette amitié donne des moments assez incroyables qu'on a pris plaisir à regarder, donc on avait envie de les faire partager aux téléspectateurs. Regardez quand vous êtes sur la plage d'Essaouira, aux côtés de votre ami Philippe Pozzo di Borgo. Et quand tu vois les corps des jeunes hommes, t'as une nostalgie ou pas? Pas du tout. Parce que moi, des fois, je me dirais, j'aimerais bien être... Je l'ai lu dans tes livres. Oui. Et comment tu vis ça? Je comprends que tu sois... Je comprends tes réflexions dans tes livres, mais je ne les ressens pas moi personnellement. Parce que d'abord, j'ai 61 ans, jeune homme. Toi, t'as 35 ans, t'es un gamin, mais moi, j'ai 61 ans. Et donc, c'est quand même passé au second plan. Non, ce qui me manque beaucoup, c'est de ne pas pouvoir prendre ma femme dans mes bras. Ouais. Ça, je comprends. Ça, c'est terrible. Mais bon, la jeunesse et le côté sportif, disons que j'ai eu ma dose. Et bon, je comprends que toi, ça soit plus prégnant. C'est magnifique, c'est beau, là. ça. On parle du corps, Alexandre? Vous en parlez avec votre copain Philippe, hein? C'est un rock, quand même. Quand je vois Philippe, j'ai l'air d'un fétu à côté. D'un quoi, pardon? C'est un rock, d'un fétu de paille. D'un fétu de paille. Dans votre livre « Vivre sans pourquoi », vous dites « Sans jamais le haïr, je l'ai trouvé encombrant, laid ce corps. Le traumatisme remonte à ces vestiaires de mon enfance, à une barrière infranchissable entre la pièce dévolue aux garçons normaux et le coin des personnes handicapées. » Votre corps aujourd'hui, vous le trouvez comment, Alexandre? C'est difficile de répondre. Certains jours encombrants, d'autres jours
je crois que c'est un outil pour aller vers la liberté, mais justement, grâce à ma femme, mes enfants, mes amis, j'apprends à l'accepter, oui, millimètre par millimètre. Vous êtes toujours jaloux du corps des beaux garçons, vous l'avez écrit dans votre livre Le philosophe nu. Je suis jaloux des corps des garçons de mon âge, c'est plus fort que moi, vraiment, ils me fascinent tant ils semblent bâtis pour la vie. Il vous arrive encore d'être jaloux et même de fantasmer de temps en temps sur le corps des autres? Non, ça c'est plus ou moins réglé. Des heures de méditation ont permis de régler ça. Quand je voyais Omar Sy, excusez-moi, avant, je me disais j'aurais bien aimé avoir cette légèreté, mais c'est plus que physique, c'est une aisance à l'endroit de la vie, oui. Quand vous parlez de tout, vous parlez également de la sexualité, Alexandre. Dans votre livre, vous dites « La pudeur en vigueur au centre, donc l'Institut, avait excessivement séparé les deux sexes, pas toujours sainement d'ailleurs, ou encore la désinformation dans laquelle nous baignions devint source, chez certains mais plus tard, d'une sorte de voyeurisme. Ce fut pour nombre d'entre nous un risque de dérive considérable. » Moi, je crois que ce qui a été plus difficile pour moi, c'est de dire que je suis un garçon comme les autres. Et ça a été une blessure, mais Dieu merci, je suis pas tombé dans des travers, c'était banal depuis que j'ai écrit Le philosophe nu. Mais, comment dire, en Corée, il y a un endroit qui me guérit profondément de ça, c'est les bains publics. D'abord, tout le monde est à poil et je vois, de nouveau, là, il n'y a pas de classe sociale. On ne sait pas qui est le patron, qui est l'ouvrier. Tout le monde est à cul nu. Et bon, c'est pas mixte. Ça poserait peut-être des problèmes. Mais ça m'a beaucoup appris sur la vie. Ceux qui sont peut-être le plus à l'aise dans leur corps, c'est pas comme je le croyais naïvement, les beaux sportifs, mais c'est une attitude bien plus intérieure, finalement, que l'acceptation du corps. Quand toute mon enfance, on m'a dit que j'étais différent, alors forcément, j'allais chercher cette différence aussi dans les replis de l'intimité. Et ces vestiaires pour personnes handicapées, loin des vestiaires pour les personnes dites normales, c'est d'une cruauté absolue. Globalement, quand ça se passe mal, comment vous vivez le regard de l'autre aujourd'hui? Vous arrivez à vous en foutre, pour dire les choses? Mon père spirituel me dit que mon identité, je la reçois pas du qu'en dira-t-on. Ça m'a beaucoup aidé, ça. C'est beaucoup, ouais, voilà, peut-être l'homme que j'admire le plus au monde. Que vous avez été retrouvé en Corée, on va y en raconter tout à l'heure. Il s'appelle comment? Il s'appelle Père Bernard et il m'apprend justement à aussi valoriser tout ce qu'il y a de bon, le regard d'autrui, le regard de mes enfants. Et je dis merci parce que c'est un des plus gros cadeaux de ma vie avec ma femme Corinne, le Père Bernard, qui m'apprend, mais une liberté totale. Parce que j'en ai vu des philosophes qui dissertaient sur la sagesse, mais rarement une cohérence totale entre ce qu'on est et ce que l'on vit intérieurement. Et comme on a besoin d'exemples, j'ai voulu aller en Corée pour me mettre à l'école d'un père spirituel et pour essayer de descendre plus intérieurement dans une paix profonde. On l'a bien compris, il vous a aidé, grâce notamment à la méditation, mais pas que. Il y a évidemment la philosophie qui vous a aidé à accepter qui vous êtes, à vous faire grandir. Regardez ce qu'en dit notre psy, Philippe Grimbert, comment finalement la philosophie vous a transcendé d'une certaine manière et vous a fait accepter votre corps notamment, mais pas que. Alexandre Jolien, vous avez écrit un livre emblématique au titre évocateur, Le philosophe nu. Et vous y dites, de même que je suis déjà nu sous mes vêtements, la joie est là.
dissimulées derrière les brumes épaisses des passions tristes. Très belle phrase, qui résume admirablement votre philosophie, jamais désincarnée, toujours près du corps, où l'esprit et le corps ne se dissocient jamais. Mais je pense que lorsque vous apparaissez en public, vous êtes sans doute plus nu qu'un autre. Non pas sous vos vêtements, mais déjà avec vos vêtements. Comme si cette enveloppe empêchée, ce corps qui vous fait parfois défaut, vous avait amené à élaborer une théorie, à parler philosophie, comme si votre pensée allait soutenir votre corps. Vous dites souvent dans Le philosophe nu que vous enviez à ceux que vous appelez les beaux garçons leur silhouette avantageuse. Mais quelle magnifique revanche que la vôtre d'avoir pu, jour après jour, livre après livre, à défaut d'un beau corps, construire un beau corpus philosophique. Il va me réconcilier avec les psys. Vivre nu, c'est une invitation que j'essaye de suivre au quotidien, autrement dit, ne pas mentir. Et j'avoue que j'arrive pas, parce qu'on me demande comment je vais, je dis super bien alors que j'ai pas fermé l'œil. On m'invite à manger et la bouffe, elle est dégueulasse et je dis c'est super. C'est une injonction à vivre nu, c'est-à-dire sans nier ce qu'on est, sans pour autant vider ses poubelles. C'est vraiment un chemin de crête qui est pas facile. Chemin que vous avez pris, Alexandre, grâce à la philosophie. Un mot sur comment vous avez découvert la philosophie. Vous êtes encore en institution, vous accompagnez une amie dans une librairie et vous tombez sur un livre de Platon. C'est ça ? Connais-toi toi-même. Oui. J'ai lu une page et j'ai senti que je touchais enfin la terre ferme. Oui, Socrate, enfin ce qui est dit de Socrate par Platon, ça m'a invité à trouver au fond de soi les réponses plutôt que de vouloir se conformer à l'extériorité, oui. Et vous avez compris avec la philosophie que finalement votre handicap, c'était seulement, vous le dites, l'allégorie de la faiblesse humaine, en fait. Oui, dans l'éloge de la faiblesse, j'ai voulu montrer que le handicap, c'était une porte ouverte vers nos vulnérabilités et que ça nous invitait. Finalement, la grande force, c'est comment on assume sa faiblesse. Si on a peur de sa faiblesse, on est fragile. Si on se laisse parfois bousiller par sa faiblesse et qu'on s'aperçoit qu'elle ne tue pas et que même elle est féconde, on acquiert une certaine force au fil des jours. L'éloge de la faiblesse, c'est en 99, votre premier livre. Vous aviez 24 ans, il a été traduit en allemand, en espagnol, en italien, en japonais. Il a donc même été adapté, je l'ai dit tout à l'heure, au théâtre en 2005. On regarde quelques images de cette pièce. Tes camarades étaient-ils autant touchés que toi ? Je me souviens de William. Il avait trouvé un bon moyen pour ne plus payer le train. William parlait avec beaucoup de difficultés. Sa démarche était très hésitante. Et lorsque le contrôleur arrivait, William tirait la langue et le fixait à gare. C'est un échange entre vous, Alexandre et Socrate. J'aimerais qu'on accueille la personne qui a mis en scène cette pièce au théâtre. Bonsoir, Charles Torgman. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Déjà, comment vous est venue l'idée de l'adaptation de l'éloge de la faiblesse, le livre d'Alexandre Jolien ? Alors, en réalité, il se trouvait que ce livre, on me l'avait offert sur un lit d'hôpital, et je n'avais pas voulu le lire. Je me disais, non, je ne veux pas lire des histoires d'hommes cabossés, détruits. J'ai envie de sortir de là, mais ne me donnez pas ces choses-là à lire. Et puis, le directeur du théâtre, René Gonzalez, a insisté. Il m'a dit, je veux que tu rencontres Alexandre Jolien. Ouais. Ça s'est fait. J'ai encore le souvenir, mais alors limpide, dans mes yeux. On était assis, René Gonzalez et moi-même, avec Robert Bouvier. Est arrivé Alexandre Jolien, que je ne connaissais pas, quelqu'un qui, de loin, donnait l'impression de danser, plutôt que de marcher. Il s'est assis, on a mangé des filets de perche,
avec des frites. J'ai découvert là qu'Alexandre Jolien aimait non seulement les filets de perche, mais les frites aussi. Que c'était un bon vivant, comme on dit. Un bon vivant. Et ce qui m'a frappé mais profondément chez lui, c'est le sourire, la naïveté, mais la naïveté dans son sens étymologique. C'est quelqu'un qui était comme natif à tout le temps, qui était tout le temps dans l'instant. Le dialogue était un dialogue extrêmement vivant et son sourire, moi j'aurais aimé qu'il le joue, hein, l'éloge de la faiblesse, mais l'idée n'était pas celle-là. Et à l'issue de ce déjeuner, mais j'ai été emballé, bien que j'avais perçu des difficultés à le monter au théâtre, la langue n'était pas si simple. Mais c'est lui qui m'a enlevé, comme il m'a enlevé encore ce soir en l'écoutant. Il y a quelque chose qui vous ravit chez Alexandre. Ça, c'est sûr. Qui vous ravit au sens fort, quand on est pris du début à la fin par que cette énergie de vie, par cette coïncidence incroyable entre l'être humain qu'il est, privé, et l'être public qu'il est. Comme si on n'arrivait pas à glisser une feuille de cigarette entre cette sincérité profonde et l'être public où parfois on a tendance à mentir. Non, c'est assez stupéfiant. Charles, il paraît quand même qu'il participait au standing ovation aux premières, quand même. Il était là, avec les comédiens, il participait au standing ovation. Alors, à la première, c'était au Théâtre de Poche à Genève. J'ai senti quelqu'un de très contracté. Il était très tendu, avant, puisqu'il n'avait rien vu du tout, aucune image, rien du tout. À l'issue de la représentation, il est monté sur la scène. Vous ne pouvez pas savoir l'émotion qu'il y avait à être à côté d'Alexandre à ce moment-là. À la sortie de la représentation, je sais qu'on a mangé, mais là, je me souviens plus du tout de ce qu'on a mangé. Mais on est sortis, on était dans la rue, et j'entendais Alexandre crier comme un supporter de football, quoi. Vive le théâtre, vive le théâtre, vive le théâtre. Vous vous souvenez de ce moment-là, Alexandre, cette reconnaissance, ce moment-là, est-ce que ça procurait chez vous? Oui, je suis surtout touché qu'un homme de théâtre, un homme de lettres, comme Charles Torchman, s'intéresse à l'éloge de la faiblesse. Pour moi, c'est surtout ça. Est-ce que des metteurs en scène aujourd'hui auraient cette audace d'aller vers une minorité et de la servir, même de l'améliorer comme vous l'avez fait? Je ne suis pas sûr. Merci beaucoup, Charles, d'être venu et de l'avoir fait. Merci beaucoup, Charles Torchman, d'être venu de Suisse pour nous. On l'a compris, c'était une forme de couronnement absolu pour un premier livre. Et vous êtes d'ailleurs invité à l'Académie française pour recevoir le prix Mottard et le prix Montsion. Ah oui, ça faut le dire. Je suis arrivé à l'Académie française, il y avait des gardes, et j'ai dit, j'aimerais rentrer. Et ils m'ont dit, c'est l'Académie française. J'ai dit, mais j'ai reçu un prix. Et un des gardes a dit, c'est ça, et moi je suis la reine d'Angleterre. Incroyable. Et ça fait rire, mais sur le moment, ça blesse. Bah ça, je veux bien le croire, Alexandre, et c'est ce qu'on comprend depuis le début de l'émission. Là, on voit votre maman, vous l'avez dit, qui, paradoxe terrible de la vie, elle vous a appris à marcher et qui aujourd'hui se retrouve sur une chaise roulante atteinte de sclérose en plaques. Vous allez recevoir un prix, c'est un des plus beaux moments de votre vie. Le prix Amic et le prix Mottard vont à M. Lakis Progidis et à M. Alexandre Jolien. Et ces prix sont aussi naturellement des hommages rendus à l'œuvre déjà publiée par chacun de ces auteurs. Magnifique, Alexandre. Oui, mais là aussi, il n'y a aucun mérite personnel, mais plutôt une solidarité, un sacré bol. Arrêtez, Alexandre, avec aucun mérite personnel. C'est non, du bol. mais Évidemment c'est qu'il faut vrai. du bol. Il faut l'amour de vos parents, il faut plein de choses, mais il faut vous. S'il n'y a pas vous, ça n'existe pas. Personnellement, ce qui m'a frappé, c'est un jour une dame, elle avait survécu d'un cancer très grave. Et elle disait, tout le monde dit, j'ai de la volonté. Et elle m'a dit, à l'hôpital, il y avait des gens qui ont eu la même maladie que moi, autant de mérite, sinon plus que moi, et qui ne sont pas là aujourd'hui. Et ça m'a vraiment foudroyé dans le sens, j'ai quand même eu un sacré bol, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance, il faut le dire.
Sinon, c'est de la complaisance et ça faut être généreux et donner la chance. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas, vous avez fait ce chemin-là, vous êtes reconnu notamment par vos pairs. On va en voir quelques-uns qui disent tout le bien qu'ils pensent de vous, puisque, évidemment, on s'est attardé tout au long de cette émission sur tous les obstacles que vous avez franchis. Mais ce qu'il faut dire et surligner, c'est pas une prouesse physique qui a été la vôtre. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes un philosophe reconnu parmi ses pairs. Regardez ce qu'ils disent. Écoutez, moi j'ai lu les 2 livres d'Alexandre Jolien, celui-ci bien sûr, mais aussi le Oui, il y a précédent, Éloge de la faiblesse, pour qui est lequel sorti j'avais aux écrit un éditions article du à la Cerf. sortie. Ouais. Moi j'avais découvert ce livre avec beaucoup d'émotion. Ouais, c'est une conversation avec Socrate, carrément. Alors ça, c'est handicapé qui davantage un discute avec témoignage Socrate. autobiographique, Éloge de la faiblesse. Le second est un essai philosophique. Dans les 2 cas, il s'agit de livres admirables. Évidemment, ce qui est le plus bouleversant, c'est que Alexandre Jolien donne effectivement une leçon, alors on peut dire de sagesse, mais c'est une leçon de courage, mais c'est encore plus une leçon de joie. On peut aussi, ce que fait Alexandre, c'est-à-dire être philosophe pour son compte, en considérant qu'on n'est pas là pour reproduire les institutions, pour casser ou détruire les institutions, mais qu'on a simplement envie de contribuer à la sculpture de soi, à la fabrication de soi, et j'aimerais bien que ça puisse être ça pour bon nombre. Alexandre, elle est importante, cette reconnaissance de vos pairs ? Oui, c'est rassurant, oui. Mais il ne faut pas qu'une personne marginalité soit obligée d'en faire des tonnes pour être acceptée comme telle. C'est ça le danger. Non, mais il ne faut pas non plus l'inverse, Alexandre. Vous n'êtes pas obligé de minimiser vos mérites, non plus, parce que vous êtes handicapé et que vous ne voulez pas apitoyer. Il y a du travail, oui. Oui, je crois que le handicap, ça m'a rendu hypersensible pour le meilleur et pour le pire, quoi. Reconnaissance, on l'a vu, de vos pères. Dans un autre genre, de votre frère. On a appelé votre frère pour préparer cette émission, qui a 9 ans de plus que vous. Voilà exactement ce qu'il nous a dit, Alexandre. C'est plus que de la fierté, c'est beaucoup d'émotions. Ce qu'on a traversé, c'est indélébile. Et même si on n'a pas de rapport quotidien, il a une vraie place dans mon cœur. Franck. Pardon. C'est la... Voilà, laissez passer, vivre à fond. Je suis touché parce que mon frère dit tout. On a traversé des déserts, on a gravi des montagnes, et on est là, et merci, quoi. Et mon frère, le lien, putain, cette famille, ça m'a appris l'humour, la confiance et l'amour inconditionnel. C'est des cadeaux énormes. Et c'est vrai qu'avec mon frère, on a 9 ans de différence. Et c'est vrai que je passe beaucoup... quand il y a quelqu'un qui souffre dans une famille, le projecteur se focalise sur la personne souffrante. Mais il y a tout l'environnement, les frères, qui soutiennent et qui méritent autant de bienveillance et d'attention. Je pense à mon frère, mais aussi ma femme qui me construit aujourd'hui. C'est malin, Alexandre. Hein. Pardon ? C'est malin. C'est-à-dire ? Vous m'avez fait pleurer. Mais si vous insistez, ça va peut-être m'arriver aussi. Mais on passe à autre chose alors. On part en Corée tous les deux pour terminer. Quand vous voulez. On va partir maintenant, mais d'ici, vous êtes parti en Corée du Sud depuis 18 mois. Vous avez quitté la Suisse avec femme et enfant, donc. Cette espèce de grand écart, là aussi. La ville très intense et puis ces temples. Vous êtes parti là-bas pourquoi, Alexandre ? Pour rejoindre le Père Bernard, pour briser avec une certaine mondanité que je m'imposais moi-même et pour retrouver une vie de famille et mettre la vie spirituelle au cœur de ma vie et aider davantage les autres.
Parce qu'il y avait trop de pression, votre statut de philosophe reconnu, avec tout ce que vous nous avez raconté, c'était un peu trop lourd à porter, vous avez besoin de lâcher prise d'une certaine manière, c'est ça? Un jour, j'avais bossé toute la journée et j'ai pris mon vélo et j'étais dans la rue et il y a quelqu'un qui m'a arrêté et il m'a dit mon fils s'est suicidé il y a quelque temps et il a commencé à me parler. C'était un super cadeau, cette confiance, mais j'étais pas à l'écoute. Et je me suis dit, ça peut plus durer, il faut que je franchisse un palier pour être plus disponible aux autres et me retaper physiquement. Trop de combats que vous avez menés. Dans votre livre, Vivre sans pourquoi, vous dites, pour ne rien cacher, disons que je suis venu à Séoul comme on foncerait dans un hôpital psychiatrique quand on n'en peut plus. De quoi? D'un ego fatigué, vorace, avide. Vous étiez quand même si mal en point, Alexandre? Non, mais c'est un copain qui s'est suicidé alors qu'il allait mieux dans sa vie. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que des fois on lutte pour guérir, et une fois qu'on va un peu mieux, la déception, elle est là parce qu'on espérait encore mieux que ce qu'on a. On pourrait croire que ma plus grande souffrance, c'est le handicap, mais la plus grande souffrance, ça se situe ailleurs, c'est-à-dire pas goûter la paix après tout ce marathon, toutes ces montagnes, toutes ces traversées qu'évoquait mon frère tout à l'heure. Pour terminer, Alexandre, vous avez dit, on l'a vu au début de l'émission, je me lève chaque matin en disant j'en ai marre, je me couche en disant merci. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous allez dire merci en vous levant chaque matin? C'est pour ça que je m'apprête à rester quelques jours en Corée et quelques années, j'espère, pour arriver précisément à dire merci en me levant. Mais il y a des jours où je dis merci à la mi-journée, donc je désespère pas. Merci Alexandre, on va débriefer rapidement l'émission. Merci. Le fauteuil va se tourner et puis on va débriefer rapidement ensemble. C'était vous. Comment ça s'est passé déjà physiquement pour vous, Alexandre? C'est un effort physique de se concentrer et de parler pendant aussi longtemps. Mais je vais vous avouer que l'amitié de Bernard Campa m'a donné confiance en la vie. S'il faut retenir un truc, donner de la chance aux autres. Et ça, c'est pas un truc, un effort. Ça fait partie de la vie et ça nous rend profondément joyeux. Ça tombe bien. Pour terminer, il y a toujours la même phrase, pour tout le monde, comme vous, comme pour les autres. Pour vivre heureux, j'ai pas mis pour vivre joyeux, hein. Je sais bien, j'ai bien entendu ce que vous avez parlé du bonheur, mais c'est pour vivre heureux. Vous complétez, Alexandre. Pour moi, il y a deux trucs. Il y a une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit. Pour moi, c'est la prière. Ah non, c'est pas parce que vous êtes différent que vous pouvez pas terminer la phrase avec 12 mots. C'est 3 mots, vous comme pour les autres. Soyons généreux et pratiquons une vie spirituelle. Vous voyez quand vous voulez, Alexandre. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.